Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Maxime qui est Catman, autrement dit catégorie manager stratégie standard chez Carambar Co. Il va nous parler du secteur de l'agroalimentaire, mais aussi nous dire comment évoluer dans ce secteur lorsque l'on est étudiant ou jeune diplômé. Hello Maxime, Bonjour. comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, ça va très bien. Après cette période de Covid, je suis venu avec mes deux homologues masqués pour la distanciation sociale. Je vois que tu es de retour au bureau. Est-ce que ça fait pas peur? Exactement. Ça me fait bizarre, après 2 mois à la campagne, c'est le grand comeback. Alors aujourd'hui, Maxime, tu vas répondre aux questions des étudiants. Et pour cela, tu vas nous dire quels sont les diplômes, les écoles ou encore les universités que tu recommandes lorsque l'on veut travailler dans le secteur de l'agroalimentaire, mais aussi comment valoriser sa motivation et aussi nous parler des stratégies marketing et des leviers utilisés par les marques pour perdurer. Mais avant cela, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de Midi Expert, des contenus, des tips, des tutos, vous pouvez nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr ou nous suivre sur notre YouTube. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Maxime, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pro, mais aussi académique? OK, bah, du coup, pas de problème. Moi, du coup, sur mon parcours, j'ai un profil, très généraliste, du coup. J'ai fait, un DUT puis une école de commerce où j'ai enchaîné sur, à la sortie de mes études, à la création d'une société dans le e-commerce, dans le bio. Mhm. Du coup que j'ai après du coup j'ai dû m'en séparer, donc je l'ai revendu. Après j'ai décidé de reprendre un peu le chemin généraliste grande distri en disant bah tiens pourquoi pas l'affinité des produits des marques. Donc j'ai commencé un CDD sur l'entreprise qui s'appelle Food International, donc c'est le Twinings, la Tisanière, Céral Jordan, Ovaltine. Et j'ai du coup eu l'opportunité d'intégrer Carambar Co depuis son lancement, du coup, qui est une entreprise récente depuis 3 ans. Donc j'ai commencé sur le terrain en tant que responsable de secteur à Poitiers. Et après, on m'a proposé un poste sur le siège en manager développement des ventes et proximité, où du coup j'étais plus en relation avec la force de vente sur les supports, sur les axes de communication, etc. Et là, tout récemment, du coup, Catman Stratégie Standard, nouvelle aventure où je décline la stratégie de la boîte, je la définis, je la mets en exécution sur nos piliers standards et sur nos différents circuits. Et donc, quand tu te présentes, tu dis je suis Maxime et je suis Catman. C'est ça, standard. Parce que j'ai une collègue sur la promo. Ah, une des premières questions des étudiants, Maxime, c'était quels sont les diplômes, les écoles ou les universités que tu recommandes lorsque l'on veut intégrer le secteur de l'agroalimentaire? Alors du coup, ma recommandation va plutôt sur école de commerce, école d'ingénieur qui sont assez un cursus généraliste Mhm. qui permet d'intégrer un peu toutes les fonctions transversales de l'entreprise parce que du coup, dans l'agroalimentaire, il n'y a pas forcément que la partie commerciale, il y a la partie RH, la partie finance, la partie marketing, la partie IT, il y a tout besoin de tous les supports. Tu m'as dit on peut avoir un bac plus 2 ou un bac plus 5 et travailler dans l'agroalimentaire. C'est seulement le métier qui va être différent. Exactement, c'est en fonction des fonctions qu'on occupe. Que tu as pu identifier les compétences spécifiques attendues pour intégrer ce secteur. Est-ce qu'il y en a? Du coup, moi, j'en ai identifié plusieurs. Je me suis noté du coup la capacité d'apprentissage. C'est hyper important, c'est ce qu'on apprend notamment durant les études, hein. On apprend à créer cette capacité mentale d'apprendre, de découvrir pas mal de données, parce qu'il y a beaucoup de données dans le monde d'entreprise. Il y a tout ce qui va être la partie gestion de projet qu'on apprend aussi, notamment durant ces études avec tous les projets tutorés, etc. Ouais. Et également la créativité, l'inventivité. Alors ça, j'aime bien, c'est le côté qui fait un peu détachement, parce que le monde étant très concurrentiel, notamment dans le secteur agro, parce qu'il y a énormément d'entreprises, de marques, et donc du coup, ce côté créatif permet de se différencier. Parce que créatif, il faut se renouveler perpétuellement. Par exemple, là, avec le contexte actuel, Exactement. En fait, c'est les marques vieillissent, hein. Typiquement, quand nous, on est sur des marques patrimoniales qui sont historiquement, qui ont des centaines d'années, comme Carambar, Poulain, etc. Il faut du coup aussi savoir réévaluer avec son temps. Donc, on va incorporer du digital, on va incorporer du coup, ben, voilà, une dose de modernité à travers les packs, à travers les recettes, etc. et est-ce que là, avec le confinement, il y a des produits vers lesquels on va plus tendre, par exemple des produits qui vont être moins sucrés, avec aussi une majorité de personnes qui se tournent vers les circuits courts. Ça change aussi? Ouais, alors du coup, ça c'est un grand axe de mutation de notre entreprise et de plusieurs industriels. C'est ce qu'on appelle le bon et bon.
C'est du coup le cleaning des recettes avec moins de sucre ou moins d'éléments controversés, type dioxyde de titane, etc. On va aussi sur des packs plus éco-responsables, on va sur la gestion des déchets, on va sur tous ces éléments-là. Et sur la gestion de projet, pour que les étudiants puissent le mettre en avant dans leur expérience, est-ce que c'est important peut-être d'être dans des associations, de parler de ses engagements, des stages qu'on a pu mener Exactement, la gestion de projet, c'est au sens large, c'est gestion de projet type gestion de projet très scolaire, en disant, tiens, j'ai fait le projet création d'entreprise où on était 5, etc., bien détaillé, dans quel type d'entreprise, etc. Ça peut être à travers les associations. Une association est un projet qu'on gère à travers des budgets, à travers du marketing, à travers une revente de son offre, de son association, et également à travers les stages où on a des projets aussi dans les stages. Typiquement, ça peut être par exemple en banque, qui est mon expérience, où j'ai fait un stage en banque, où j'avais une campagne digitale à faire. Donc, du coup, sur mon CV, je l'ai formalisé en disant, j'ai fait une campagne digitale qui a touché 12 000 prospects. Ça a conclu à 30% de contrat, par exemple. Ça permet d'amener aussi une fibre un peu analytique. Ouais, le concret est important. On a reçu une question, mais pas mal de fois, c'est est-ce que dans le secteur de l'agroalimentaire, mais tu as déjà un peu répondu, est-ce qu'il n'y a pas que des ingénieurs? Non, du coup, c'est un peu ce que je disais avant, il y a de tout pour faire un monde, et du coup, l'agroalimentaire, c'est pareil. Donc, du coup, on a besoin de commerciaux, on a besoin de marketeurs, on a besoin de RH, on a besoin de finance, on a besoin d'IT, parce que s'il manque un maillon de la chaîne, en fait, la chaîne marche pas, quoi. Et alors, concrètement, quelles sont les différences entre le secteur de l'univers de l'alimentaire et du non-alimentaire? Déjà, la première différence, c'est qu'il y en a un qui se mange et l'autre qui se mange pas. C'était, voilà, bienvenue chez Carambar. Non, mais du coup, oui, il y a une différence parce qu'en fait, on a des dates de péremption et le non-alimentaire en a pas. Donc, c'est pas les mêmes cycles de vie de produits. Mmh. Également, après, c'est dans le oui et non, on est différent, mais on se ressemble aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi des segments marketing, on va avoir des activations produits, on va avoir du merchandising. Donc, du coup, on se ressemble beaucoup. C'est pour ça qu'on fait partie du même univers, grande distri, où on a les mêmes clients et on a le même mode de distribution. Il y a peut-être des produits qui sont plus valorisés que d'autres dans ces deux secteurs? Ça, oui, Ouais. forcément. L'alimentaire étant un produit du quotidien, le consommateur fait beaucoup plus attention à son acte d'achat qui est plus fréquent. Et du coup, par conséquent, on achètera peut-être un peu moins d'aspirateur ou un peu moins de déodorant, par exemple, que du chocolat, etc. Une autre question, c'était, lorsque l'on a une formation en management, quels sont les différents postes auxquels on peut avoir accès? Du coup, tout poste dans l'entreprise, de tous les services, pardon, est accessible en fait dans l'entreprise. Il y a des postes en sortie d'école, donc ce qu'on appelle plutôt junior. Après, c'est en fonction de sa vocation. Donc, si on a plutôt un profil RH ou commercial, du coup, RH, ça sera peut-être du coup RH junior sur du recrutement ou de la paye. Mm. Et sur le commercial, ce sera potentiellement pas forcément dessus le siège. C'est plus intéressant de passer par un poste de responsable de secteur pour donner cette vision opérationnelle, transversale des marques et des marchés. Ok. Euh, Ça ouvre des portes aussi, après, tu m'avais dit, à des métiers, on va dire, plus hauts, c'est-à-dire direction des ventes, catégorie management, mais on peut commencer, comme tu le dis, en tant que chef de produit junior, en marketing, en Ouais, stage. exactement. Oui, oui, c'est RH parmi tant d'autres, c'est-à-dire que ça peut être aussi du marketing junior et après évoluer dans le sein du marketing ou faire une passerelle. C'est l'avantage un peu comme chez nous, il n'y a pas forcément de scope écrit de passage obligé. On peut passer du commercial à la supply, du market au commercial, etc. Tu m'as dit, le terrain, et on n'y pense pas assez, est extrêmement important lorsque l'on veut valoriser sa motivation à entrer dans le secteur. Et une des questions, c'était justement comment mettre en avant cette motivation sans avoir d'expérience dans l'agroalimentaire. Et tu m'avais parlé du terrain. Ouais, du coup, le terrain, pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement structurant. Parce que du coup, on voit tout. Quand on est sur le terrain, on constate vraiment tout au magasin, on voit les concurrents, on voit les catégories, on voit pas mal de choses. On a le retour des consommateurs et des clients magasins, qui sont généralement les mêmes feedbacks qu'en centrale. Et après, du coup, pour valoriser cette expérience, quand on n'en a pas forcément, parce qu'il faut bien commencer un jour, l'idée de valoriser à travers du coup son CV ou sa lettre de motivation plusieurs axes du coup, mais d'abord pour valoriser cette expérience, il faut regarder plus ou moins la stratégie déjà de la boîte, en disant mais quelle est la stratégie que je vois et que je comprends, les valeurs de la structure.
Et je te coupe, mais comment on fait pour voir les stratégies de l'entreprise? Où est-ce Alors, qu'on... du coup, ça se fait par différents canaux, type le site internet déjà, qui est le premier axe de communication du 21e siècle des entreprises. Mhm. Après, ça peut être aussi sur la presse spécialisée. Maintenant, tout est accessible avec Internet. Donc, ça donne quand même des grandes tendances, des articles de la direction générale, etc., qui peuvent donner aussi le lien. Ouais. On peut avoir tout ce qui va être la connaissance produit. Donc, typiquement, agroalimentaire dit produit. Il faut connaître aussi un petit peu les produits avant de passer à un point pour valoriser un peu ce qu'on connaît des produits. Hein. Si on arrive en disant, bah, je connais pas, mais j'essaye, l'idée, c'est toujours de se renseigner. Donc, c'est peut-être faire un tour en magasin, faire un tour sur différentes plateformes pour voir les produits, les avantages, la différence aussi par rapport à la concurrence. Et le troisième point, du coup, c'est échanger, partager avec des collaborateurs. Je Mhm. trouve qu'aujourd'hui, on a la chance, il y a un super réseau qui s'appelle LinkedIn. Et l'idée, c'est de pouvoir partager. On peut, en 2 clics, être accessible à n'importe quel collaborateur de n'importe quel métier d'entreprise et d'avoir cette notion un peu de connecter, de poser 2, 3 questions avant son entretien. Tu disais, il faut se rendre en magasin, regarder comment sont nos produits. Qu'est-ce qu'il faut regarder exactement? Parce que là, si je suis dans un rayon, effectivement, je vois beaucoup de produits. Quel est l'œil que je dois adopter pour justement comprendre l'entreprise, la stratégie? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Ça, c'est l'œil de l'expert après qui parle. Maintenant, ça devient de la déformation professionnelle, mais en fait, c'est typiquement la position qu'occupent les marques dans le rayon. C'est-à-dire que plus vous avez de place, plus, ben, généralement, voilà, après, ça dépend des magasins, ça dépend de la zone, mais c'est l'occupation des marques dans le rayon, c'est la différenciation, s'il y a beaucoup de nouveautés, c'est si, en termes de prix aussi, en fait, c'est les 4 P du mix marketing, qui permettent de vraiment voir un peu les indicateurs de la société. Tu peux nous rappeler les 4 P? Je retourne Alors, avec vous, mais c'est Alors prix. du coup, il y a le produit. Donc le premier, c'est l'offre, c'est le produit. Hein. Donc quels sont les produits? Typiquement, Carambar Caramel, par exemple, on le voit, donc il est bien présent. Donc c'est aussi la présence, du coup, donc l'assortiment. Vous allez avoir la place, donc la place qu'il occupe. Donc va être la part de linéaire, s'il est en zone chaude, pas en zone chaude, etc. Il va y avoir la promotion, qui va être un des leviers. Donc c'est un produit soit en standard, soit en format promo. Et il y a le prix, après, du coup, qui est le dernier indicateur. Et je fais un petit crochet, mais tu m'as parlé de Safari Shopper. Alors, c'est quoi un Safari Shopper? Ouais, alors un Safari Shopper, c'est le terme pour dire se rendre en magasin. C'est un terme peut-être, c'est un mon propre terme, mais c'est d'aller faire son propre safari, mais en magasin. Et du coup, de faire différents magasins, différentes enseignes. Et alors, quand on a identifié le métier qui nous intéresse, quelle est la meilleure façon de postuler? Est-ce que tu as des recommandations particulières sur le CV ou la lettre de motivation? Ouais, alors du coup, moi, pour le coup, j'ai fait un peu de recrutement. Je suis pas un grand fan de la lettre de motivation. Je trouve que ça apporte pas grand-chose. Soit il faut qu'elle soit vraiment différente, soit faut pas en faire. C'est peut-être mieux. Mais par contre, le CV est un sacré atout. L'idée est vraiment déjà de bien comprendre son projet professionnel et qui sont en cohérence. C'est-à-dire que bah, du coup, si vous ciblez l'agroalimentaire, bah, du coup, qu'est-ce que vous ciblez dans l'agroalimentaire? Est-ce que vous ciblez le frais, le surgelé, l'épicerie, le sucré, le salé? Pour vraiment vous diriger déjà vers un segment et après, du coup, construire à travers la vision de votre futur poste ce CV. C'est-à-dire qu'il va falloir structurer et ce que je disais, valoriser les expériences. Mhm. Typiquement, gestion de projet en stage, les projets scolaires, etc. Et le deuxième, donc en fait, structurer et valoriser. Ouais. Je reviens juste sur la En lettre de... cohérence par rapport au projet professionnel. Ouais. Tu m'as dit, je lis pas trop les lettres de motivation, ou alors il faut qu'elles soient différentes. Qu'est-ce que tu entends par différentes? C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit beaucoup plus adaptée à l'entreprise, que ça soit structurant avec un élément de différenciation ou peut-être un claim un peu novateur en disant ben voilà, j'ai étudié, je suis allé voir en magasin, je dis n'importe quoi, par exemple, je suis allé voir en magasin pour Carambar Ouais. et en fait, j'ai vu, ben moi je pense que lancer tel inno, si je postule au marketing, et lancer tel inno pourrait faire le buzz parce que je vois autour de dans mon entourage familial ou de mes amis, c'est un produit qui fonctionne, c'est un goût qui performe et peut-être se renseigner sur 3, 4 études et montrer vraiment qu'il y a une démarche de recherche personnalisée. Donc, il faut être différent sur le fond et aussi sur la forme ou le fond? Exactement. Alors la forme, on va pas dire le contraire. Nous, on est spécialistes de la forme. Une petite blague, par exemple, chez nous, ça fait Ah toujours rire. Donc on est les rois de la blague. Donc une petite blague dans la lettre de motivation et hop, c'est parti, on la met en papillote. Est-ce que ça, c'est une question en entretien? Il faut absolument connaître une blague carambar pour être recruté. Chez nous, c'est obligatoire. Moi, j'en ai une super. J'ai été recruté de j'arrive plus à parler. Où les héros font-ils leurs courses? Et je vous donne la réponse en mille, au supermarché.
Bah écoute, je la garde si jamais Voilà. au besoin. Je reviens juste aussi sur une chose. Là, on parlait de la meilleure façon de postuler, CV, lettre de motivation. Donc, tu nous as dit bien construire en fonction de la mission, mais aussi valoriser. Valoriser, ça passe aussi par le sourcing, c'est-à-dire donner des chiffres, être quantitatif et mettre ça en valeur. Exactement. C'est donner des chiffres en disant, ben, par exemple, j'ai géré un budget de 30 000 euros, j'ai géré un budget dans mon association de 60 000 euros, ou on a gagné, on a une trésorerie excédente de 25 000 euros, etc. C'est valoriser toutes les actions. Toutes les actions sont importantes en disant, j'ai fait du phoning pour démarcher, pour faire du 4L Trophy, par exemple, des sponsors. Tout est intéressant en entreprise parce qu'on retrouve les projets similaires en entreprise. Pour parler plus précisément de l'agroalimentaire, on le disait, c'est un domaine tellement vaste. Il y a eu des questions sur les spécificités du marketing dans le secteur de l'agroalimentaire. Alors, les spécificités du marketing en agro, en fait, c'est sans marketing, il n'y a pas d'agro et vice-versa, pas forcément. Mais en fait, c'est que l'agro a besoin du marketing. Donc, le marketing sur l'agro est très abouti. En fait, il est extrêmement structurant et formateur. C'est-à-dire qu'on va étudier les études de marché, les études consommateurs, créer des panels, créer des tests, créer des packs, parce qu'en fait, on a besoin de se sourcer perpétuellement. Mhm. Et ça va être à travers différents leviers, du coup. Il y a une concurrence qui est forte aussi. C'est pour ça que le marketing. Ouais, du coup, bah, pareil, hein, faut être différent. Ce qu'on disait, dans la créativité, bah, il faut être aussi différent. Le marketing a ce rôle-là. C'est-à-dire que bah, du coup, à travers le lancement d'innovations, on va sortir des innovations bah, du coup, qui se collent un petit peu au core business ou qui sont extrêmement différentes sur des niches ou des nouveaux marchés. Typiquement, on est les premiers à avoir lancé le bonbon bio. Donc, du coup, ça n'existait pas. Tout le monde pouvait crier à l'aberration, mais ça fonctionne. Du coup, c'est un énorme succès. Du coup, ben voilà, le marketing a travaillé dessus. On a lancé, pareil, un poulain au lait végétal. Fallait y penser. Ouais. Donc, du coup, ça permet de créer de différents produits, différentes offres qui vont permettre de gagner aussi de l'offre, de la part de linéaire, etc. Et il y a après toute la partie activation. Et quels sont les leviers utilisés par les marques pour perdurer dans ce secteur de Alors, l'agroalimentaire? les leviers, c'est plutôt classique. C'est ben, par l'offre, du coup. Il va falloir se différencier par rapport à une offre. Il y a le levier de la promotion. Donc, on retrouve un peu les 4 P. Hein. Ouais. Il y a après tout ce qui va être merchandising, où est-ce qu'on positionne, etc. Donc, tout ce qui est le trade marketing. Et après, tout ce qui est activation. Donc là, ça peut être par différents leviers, type active shelf, médias, partenariats, etc. Et tu peux nous parler un petit peu de cette question de médias, c'est-à-dire un média, une cible, un média, un produit, ça se passe comment? Et alors du coup, chaque média a sa cible. Donc la télé est le média qui ratisse très large, hein, du coup, en fonction de l'audience, mais il permet maintenant, on peut affiner le ciblage avec une granularité assez précise. Il y a le digital qui permet, alors là, encore plus de cibler. Là, vraiment, on peut aller toucher vraiment une typologie de foyer type Facebook. On peut vraiment choisir sa cible. Et après, il y a le partenariat qui permet de toucher aussi une catégorie de consommateurs. Typiquement, on est en partenariat avec la FFF, donc du coup, ça permet de toucher vraiment la cible des familles. Et j'imagine que les stratégies dépendent aussi si on gère une marque ou 13 marques. Si tu travailles avec des jeunes diplômés, des étudiants, est-ce que si par exemple il y a 13 marques dans le groupe, et ben, un étudiant ou un jeune diplômé, en tout cas un nouvel arrivant, peut gérer autant de marques en étant supervisé? Alors du coup, oui et non. C'est-à-dire que sur la partie commerciale, oui, on gère toutes les marques. Mhm. Sur la partie marketing, non, parce que du coup, il faut rentrer dans une granularité beaucoup plus précise. Donc du coup, là, on va gérer une ou deux marques maximum. D'ici là, s'ils arrivent à faire leur place, il y a forcément la question de l'international qui entre en jeu. Est-ce que l'international est possible dans le domaine de l'agroalimentaire? Comment ça se passe? Tout est possible. Du coup, l'international, c'est possible. Est-ce que c'est facile? Pas forcément. Mhm. Il y a, la grosse tendance est l'international. Donc, tout le monde veut partir, c'est la mode de voyager, etc. Par contre, après, il est plus structurant d'intégrer des grands groupes qui ont déjà un service internet assez conséquent, qui est assez dédié, assez structuré, avec des chefs de zone, etc. L'idée étant, si c'est votre choix professionnel à plus ou moins long terme, d'intégrer potentiellement une filiale française avec un poste, bah, du coup, chef de secteur remonté sur le siège et vendre lors de votre entretien que l'international vous intéresse et creuser ce point-là lors de l'entretien en disant si l'évolution est en interne ou en externe. Il y a des services, des filières qui sont plus propices à aller à l'international. Est-ce que, par exemple, pour le marketing, on a plus de chances que si on était dans l'IT, par exemple, ou pas du tout? Plutôt, généralement, c'est marketing commercial du coup, et le reste des fonctions est géré sur notre base, pour notre part. Parce que au sein du service international, en fait, à l'international, il y a d'autres métiers qu'on va, par exemple, pas retrouver en France.
Exactement. Il va y avoir des chefs de zone, ça va être alors, du coup, je ne suis pas un expert de l'international, mais du coup, c'est des gens qui sont amenés à voyager énormément, qui vont avoir beaucoup plus d'interlocuteurs et qui vont traiter avec différents types de clients. Donc, tu recommandes vraiment d'en parler au RH ou à la RH. Ouais, d'être transparent et de vraiment évoquer le projet professionnel en disant voilà ce qui m'intéresse et du coup de dire ben, si l'international vous intéresse, comment vous faites, est-ce qu'il y a des opportunités ou pas, est-ce que vous préférez la mobilité interne, sachant que je connais déjà les produits en France et vos techniques. Et alors, là, la prochaine question et la dernière que je vais te poser, c'est quels sont les défis de l'agroalimentaire dans les Alors, prochaines années? Et ça, c'est une vraie question. Enfin, les réponses que tu vas donner, ça va vous permettre chez vous de le mettre en avant lors d'un entretien, peut-être même dans une lettre de motivation. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les défis, les prochains défis? ouais, ça c'est une excellente question. L'agroalimentaire est en pleine mutation. Du coup, moi j'identifie 4 points, donc ça tient qu'à moi, hein. Je suis pas l'expert non plus Mm. de l'agroalimentaire, hein. Je suis assez récent dans le milieu. Mais c'est les nouvelles tendances de consommation. Il y a la consommation collaborative qui émerge davantage, la digitalisation et la partie RSE. Sur la consommation, du coup, c'est consommer autrement. On parle beaucoup de consomme-acteur, mais du coup, ça commence à prendre beaucoup plus de sens avec tout ce qui est dans les critères de choix. Ça peut aller du local, donc c'est-à-dire du Made in France, du local à côté de chez moi, donc circuit court, durable, l'effet santé, donc d'où l'émergence du bio, d'où l'émergence du moins de sucre, le bon et le bon, tous les E controversés qui disparaissent des produits. On voit l'anti-gaspillage. Donc du coup, c'est tout ce cleaning des recettes, ce circuit, le vrac également, qui vient aussi, toutes ces tendances de consommation qui sont nouvelles. Il y a aussi un deuxième chantier, donc là où j'y connais un petit peu moins bien, mais c'est tout ce qui va être donc les consommations collaboratives. On le voit beaucoup avec Drivey, Blablacar, etc. Mhm. Mais qui arrive aussi maintenant où les gens louent de plus en plus, font du troc. Donc il y a Intermarché, il y a Auchan qui lance donc des gros distributeurs qui vont lancer des modèles en fait sur l'échange, l'occasion, etc. Il y a donc après le troisième point, c'est la digitalisation. Cette digitalisation, ben, personne ne peut échapper. Il y a un nouveau truc qui s'appelle le smartphone, qui est juste l'arme de destruction massive et qui sert en fait côté enseigne, mais aussi côté conso. On voit apparaître Yuka, qui sert le Ouais. premier point sur la consommation des produits. On voit apparaître, ça peut être des offres personnalisées en digital sur de la promo. On peut Mhm. avoir de la fidélisation. On peut avoir je sais pas, les catalogues digitaux, par exemple. Il n'y a plus trop de catalogues dans les boîtes aux lettres. Maintenant, tout se fait en newsletter, etc., plus personnalisé aux clients. Et le point RSE, après, du coup, ben, il y a une vraie prise de conscience, responsabilité du coup des entreprises en disant ben, cette responsabilité sociale et environnementale, qu'est-ce qu'on en fait? Et on le voit en fait, l'offre VRAC par exemple, qui va arriver notamment chez Franprix. On va avoir tout ce qui est transport. Donc là, bon, j'ai également donc les Carrefour avec ses camions au gaz naturel ou Franprix qui livrent certains magasins parisiens par voie fluviale. Il va y avoir tous les nouveaux bâtiments géoclimatiques où c'est conçu de manière du coup bioclimatique qui sont éco-conçus parce que la climatisation, le chauffage, etc. coûte extrêmement cher et pollue. Et après, il y a tout ce qu'on voit apparaître, les panneaux solaires notamment. Merci Maxime pour tes réponses. Je voudrais te poser une question plutôt au niveau du recrutement maintenant. Quand toi, tu nous as dit que tu avais fait un peu de recrutement, quels ont été les profils qui se sont différenciés? Qu'est-ce qui t'a fait aller vers un profil plus qu'un autre? Alors du coup, moi j'ai recruté des profils pour du coup le terrain, pour des postes en responsable de secteur proximité. Donc c'est les circuits de la proximité, donc c'est les petits magasins très urbains, Franprix, Monoprix, Carrefour City, etc. Mhm. L'idée c'est, bah, je me fais une grille de priorisation en disant bah, qu'est-ce que j'aimerais comme profil idéal. Mhm. Donc j'étais absolument pas dogmatique sur le sujet. Donc j'ai pris sur la première vague de recrutement un peu tous les profils. Mhm. En fait, les gens, vraiment un feeling, une expérience qui m'a plu, Ok. l'entretien. Et après, du coup, sur la deuxième vague, j'ai commencé à affiner avec au moins une expérience commerciale en vente. C'est-à-dire que ça pouvait être vente l'été dans une boulangerie ou ça pouvait être dans une association en disant j'étais responsable des partenariats. D'avoir cette action vente et d'avoir un peu le goût du Mhm. commerce. Ok. Et en entretien, est-ce que par exemple, il y a eu des bons candidats qui ont fait quelque chose auquel tu t'es pas attendu et qui pourrait être un bon conseil pour se différencier? Généralement, il y a les candidats préparés, pas préparés. C'est Ouais. toujours pareil, ça revient sur les techniques de vente préparés, pas préparés. Quand on se prépare, on fait 80% du circuit. Ouais.
quand ils ont bien appris l'entreprise, quand ils ont connaissance un petit peu de nos produits, qui savent en discuter, c'est toujours plus agréable dans l'échange. Après, ce qui sont différenciés, bah, typiquement, j'ai eu le cas d'une blague carambar qui est arrivée, voilà, ou ceux qui racontent un peu des souvenirs d'enfance de produits. Enfin, toujours intéressant d'être vraiment dans l'échange. Je me pose à l'instant une question. Est-ce que si par exemple on n'aime pas les produits, enfin si on n'aime pas tous les produits, est-ce que c'est gênant? Si par exemple on n'aime pas du tout Carambar, est-ce que c'est gênant pour être recruté? C'est pas gênant. Comme tu le disais, on a un groupe, on a plusieurs marques. Hein. Ça va de Créma, Carambar, à Lutti, à Poulain, donc plein de marques. Tout le monde mange pas de tout. Hein. Mm. Donc après, ça devient compliqué quand on n'aime pas les bonbons, par exemple, parce que Oui. nous, les bureaux sont remplis de bonbons. Donc du coup, mais c'est quand même, je trouve qu'en fait, l'appétence du produit, c'est assez important, surtout dans l'agro. Il y a le choix, c'est-à-dire que bah, du coup, ça peut aller de je sais pas moi, des aspirateurs en passant par les petits pois, en passant par les glaces. Et du coup, c'est les produits du quotidien. Donc, je pense qu'il faut aimer les produits du quotidien avec lesquels on travaille au quotidien. Parce que du coup, c'est un vrai plaisir de venir travailler tous les jours. J'aimerais avoir, Maxime, tes derniers conseils pour les étudiants, les jeunes diplômés qui se sont vus arrêter ou refuser un stage, une alternance au vu du contexte. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire là tout de suite? Je sais que le contexte n'est pas facile. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû repousser des stages ou bloquer des alternances. L'idée, c'est de rien lâcher, de vraiment persévérer, de vendre son projet, de dire, ben voilà, vous avez vraiment un projet, je souhaite vivement intégrer parce que, et du coup, vraiment détailler le projet en disant parce que j'adore les marques, c'est parce que je pense que je peux apporter ma pierre à l'édifice. Sur ce poste-là, je m'y vois bien, et aussi montrer qu'on est évolutif dans la structure, un vivier pour nous recruter, éviter de mandater à l'extérieur et d'avoir des personnes qui sont déjà impliquées, qui connaissent la structure et connaissent les produits. Ben, merci, j'espère que c'était clair. C'était très clair, je te remercie beaucoup. Chez vous, vous voulez retrouver davantage de contenu? Eh bien, c'est simple, vous allez sur notre YouTube ou sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Maxime, qu'est-ce que je te souhaite pour la suite? De retrouver tes collègues? Exactement, mais ils reviennent petit à petit. C'est maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à. Bah, écoute, bonne continuation à toi, Maxime. Bon courage chez vous. Encore un grand merci, Maxime, et puis à très vite. Merci, à très vite, au revoir.